voilà, je peux. Parfait. Voilà. Merci à tous. Merci de votre invitation. Et je vais être bref, mais j'aimerais vous proposer quelques réflexions sur cette articulation problématique entre architecture, littérature et espace, patrimonialité, pardon, croisée. Alors, j'aimerais évidemment vous proposer quelques dispositifs d'intégration de la littérature dans l'espace urbain, d'agencement et de configuration de l'espace urbain à partir de l'inscription donc de la littérature dans l'espace urbain, en m'interrogeant sur la On repasse plus-value ici, du que coup. cela apporte en termes On regarde la fin. de patrimoine. Vous m'entendez? Oui. Je commencerai peut-être par cette citation de David Ruffel. Vouloir exposer la littérature en dehors du livre, pardon, c'est donc vouloir alors j'avoue que je voudrais juste J'essaie de repartir en arrière. non, ça va. C'est donc vouloir modifier cette plateforme, élargir sa surface, contester son hégémonie, trouver d'autres sites. David Ruffel, Une littérature contextuelle, littérature 2010. Non, c'est juste un petit problème. Mon écran est un peu masqué par voilà, la vignette, mais c'est fait. Ce qui intéresse mon propos, c'est mon partage d'écran se bloque. Voilà. C'est rappeler évidemment que les grandes figures de la littérature se sont inscrites dans l'espace urbain dès les années 70, au moment de la réalisation des villes nouvelles. On se souvient ainsi des portraits de Valéry, de Rimbaud, de Baudelaire, de Gérard de Nerval, de Victor Hugo, bien sûr, à Chanteloup-les-Vignes, dans cet ensemble donc réalisé par Émile Alliot en 1971. On se souvient aussi de cette manière d'inscrire les figures monumentales des grands poètes de l'histoire de la littérature française au cœur même de l'espace urbain, avec pour cet objectif d'apporter la poésie dans la ville à travers précisément la célébration de ces grands auteurs. Il s'agissait d'utiliser la littérature comme une sorte de configuration poétique dans cet espace utopique. Et donc, il s'agissait aussi, d'un point de vue didactique, d'apporter ces références littéraires, ces références de la grande littérature aux habitants des villes nouvelles. Alors, cette politique d'affichage en quelque sorte octoriale, on la retrouve aussi aujourd'hui pratiquée par des street artistes, et je pense à C25 notamment, autour du Panthéon. Il s'est lancé à la demande de la mairie d'arrondissement et de la mairie de Paris dans la production au pochoir sur des boîtes aux lettres, sur des armoires EDF, des portraits des grands écrivains. Il a d'abord réalisé cela autour du Panthéon, puis aujourd'hui, il le réalise aussi un peu dans tout Paris. On peut reconnaître ainsi les figures de Jean-Jacques Rousseau, de Diderot, de Victor Hugo, etc. Donc, on est toujours dans cette politique d'affichage des grands noms de la littérature. Il ne s'agit pas évidemment de pochoirs sauvages, mais il s'agit d'une commande de la mairie d'arrondissement et de la mairie de Paris, et d'afficher les figures des grands auteurs et non pas d'afficher leurs textes. Mais cette politique d'affichage, elle fait partie aussi d'une patrimonialisation de la littérature à l'intérieur même de l'espace urbain. Elle est aussi une des manières d'afficher la mémoire et l'histoire littéraire du quartier de la Sorbonne et autour du Panthéon de ces figures illustres des grands auteurs de la littérature.
et d'organiser aussi des périples touristiques pour ainsi pouvoir eh bien, visualiser tous ces pochoirs dont vous avez ici quelques exemples. Là encore, il s'agit d'apporter la littérature dans la ville, de célébrer les grands auteurs. Et on voit bien qu'il s'agit aussi d'une tentative d'appropriation de l'espace urbain et d'appropriation par les grandes figures de la littérature. On a un autre mode d'affichage de la littérature dans les arrondissements, disons, artistiques, littéraires du centre de Paris. C'est par exemple dans le 6e arrondissement, Le bateau ivre d'Arthur Rimbaud, qui est ainsi entièrement écrit sur donc, l'un des murs qui jouxte la place de l'église Saint-Sulpice. Et donc est à l'angle de la place de l'église Saint-Sulpice. On a un autre exemple, donc il s'agit ici du poème d'Arthur Rimbaud. Et on a un autre exemple, c'est l'exemple du poème de la lettre au sourd-muet d'Alfred de Vigny, rue de la Baie de l'Épée, dans le 5e arrondissement. Mais on voit ici que la littérature, que ce soit par la production au pochoir des portraits des grands écrivains ou de la reproduction des textes des grands poètes, bénéficie d'un affichage qui bien sûr interpelle le passant, qui interpelle l'usager de l'espace, qui est invité à la contemplation, à la lecture aussi de ces grands textes littéraires, mais sans qu'il y ait d'autres formes d'interaction. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est sur cette relation de la littérature à l'espace urbain à travers la création de dispositifs à la fois urbanistiques, littéraires et patrimoniaux, plus créatifs, plus spécifiques, impliquant des formes d'aménagement particuliers de l'espace urbain, qui modifient bien évidemment notre perception de l'espace urbain, du patrimoine urbain, de son histoire, notre perception de la ville et aussi bien sûr notre perception de la littérature. Donc ce qui va m'intéresser, c'est ces dispositifs d'exposition de la littérature hors du livre, hors du musée, afin d'explorer aussi des nouveaux territoires d'expression de la littérature contemporaine, en essayant de mettre en perspective les nouveaux rapports à l'espace et au patrimoine qu'elle engage, au patrimoine urbain, au patrimoine donc bâti, et bien évidemment au patrimoine littéraire aussi. Alors, j'aimerais commencer par évoquer avec vous l'un des exemples les plus célèbres et les plus connus et les plus commentés, qui est l'aménagement sur une ligne du tramway de Strasbourg par Jean-Michel Wilmotte et par Loulipo. Donc, j'aimerais m'intéresser à une forme de pratique de la poésie urbaine à travers donc cet exemple. Et puis, je prendrai un autre exemple ensuite, celui de l'aménagement de la place Charles de Gaulle à Rennes, pour évoquer là aussi encore la pratique oulipienne de la littérature en dehors des textes littéraires, en dehors du livre. Alors, le projet de Strasbourg était une sollicitation de la mairie à l'occasion du retour du tramway en France. Et plutôt que de mettre, dit Marcel Benabou, dans une interview que nous avions réalisée, qu'un étudiant du Master Humanité Industrie Créative avait réalisé à ce sujet, plutôt que de mettre de la publicité, la maire de Strasbourg a imaginé qu'on pouvait faire de la poésie et de la littérature dans la ville. Et donc Jean-Michel Wilmotte, l'architecte, a conçu de nouvelles colonnes urbaines pour permettre d'afficher les textes de Loulipo. Et bien évidemment, ces textes de Loulipo bénéficiaient d'un dispositif littéraire tout à fait particulier. Je rappellerai que Loulipo, c'est bien évidemment l'ouvroir de littérature potentielle, créé en 1960 par Raymond Queneau et François Le Lyonnais, que c'est un groupe de mathématiciens et d'écrivains qui est un groupe de création poétique qui donc recherche à réactualiser des recettes poétiques connues ou à imaginer de nouvelles formules d'écriture poétique
à contrainte, donc reposant sur l'utilisation de contraintes littéraires, de poèmes à forme fixe, de contraintes mathématiques, algébriques, topologiques et autres, afin de favoriser l'émergence de nouvelles structures poétiques, de nouvelles structures narratives. Donc, cette pratique de l'écriture sous contrainte, à contrainte, est une des raisons d'être de l'Oulipo, et il n'est pas évidemment surprenant que l'Oulipo se soit aussi exercé à cette pratique de la poésie dans l'espace urbain, ajoutant une nouvelle contrainte à la contrainte de la création poétique. Ils ont ainsi travaillé avec des architectes, Wilmot à Strasbourg, Michelin à Rennes, et ont proposé de nouveaux aménagements urbains en inscrivant cette pratique de la poésie dans la signalétique urbaine, aussi bien à Strasbourg d'ailleurs qu'à Rennes, nous le verrons dans un instant, mais en laissant dans l'espace public l'empreinte précisément de leur poésie. Donc, le projet de Strasbourg a pour objectif d'amener la littérature dans la ville, d'intégrer la littérature dans l'espace urbain et le patrimoine littéraire contemporain dans l'espace historique de la ville elle-même. Alors, à Strasbourg, il s'agissait d'aménager 48 colonnes, et sur chaque colonne, il y avait bien sûr de la publicité, c'était un réaménagement des anciennes colonnes Maurice, de la signalétique liée précisément au trajet du tramway, et puis des textes spécifiques créés pour le lieu sur lequel il prenait place. Juste un mot peut-être sur cette expression. On parle d'espace urbain, on parle de lieu, mais l'espace, ce qu'il caractérise, c'est son indéfinition. C'est le fait qu'il n'est pas, à proprement parler, appréhendé par un sujet, un usager. Alors que le lieu, précisément, si l'on s'en réfère évidemment à sa définition, est précisément défini par sa délimitation. C'est une portion d'espace. Il est précisément nommé, caractérisé et doté de traits spécifiques, de traits objectifs et donc d'un dispositif particulier. Et là, véritablement, ce qui est intéressant, c'est cette transformation de l'espace urbain en lieu poétique, en lieu unique. On pourrait peut-être aussi utiliser le terme de site si l'on considère que le site, c'est la configuration spécifique d'un lieu en rapport avec sa destination. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette inscription de la poésie dans l'espace urbain contribue aussi à sa requalification. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, sur chacune de ces colonnes, il y aura des interventions poétiques, textuelles, spécifiques. Au départ, dit Marcel Benabou, nous pensions faire quelque chose d'énigmatique, mais nos idées étaient extrêmement compliquées à réaliser et nous nous sommes aperçus que c'était un peu trop utopiste. Nous avons donc ramené les choses plus faisables et pouvant parler aux passants sans que ce soit un énorme mystère. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est bien évidemment cette interactivité qu'il y a entre la poésie qui est créée et l'usager de l'espace, l'usager de ces lignes de transport, sachant que cette poésie est en effet aussi déterminée par son usage. Alors, les procédés textuels, l'art de la combinatoire, pour reprendre les termes de Marcel Benabou et de l'Oulipo, sont fondés sur 4 principes, 4 types, par conséquent, de combinatoires qui définissent donc une certaine pratique de la littérature qui repose sur des variations homophoniques, des notices toponymiques imaginaires, la contrainte du récit en beau présent et ce qu'ils appellent le langage QI. Alors, en ce qui concerne donc les variations homophoniques, de quoi s'agit-il? Il s'agit, dit l'Oulipo, sur la formule le tramway de Strasbourg, 6 syllabes, d'exploiter les possibilités offertes par sa dislocation phonique et d'obtenir 32 nouvelles séquences phonétiquement voisines qui ont servi de matrice aux 32 histoires brèves qui ont ainsi été composées. Exemple de composition,
En hiver, sur l'île de Tassos, un ermite relottante, sous un froid ciel bleu, prie pour que s'amoncellent quelques stratus, cumulus et nimbus, qui lui permettraient de survivre encore quelque temps. Dieu exauce son vœu, les trois nuées aident ce Strasbourg, ou encore les trois muets de Cédras se bourrent, le crin mouillé d'écrasse bourbe. On voit bien que, bien évidemment, il y a là une dimension à la fois ludique, mais aussi poétique et inventive, une dimension fondée sur à la fois le respect d'un certain nombre de contraintes de composition et en même temps le jeu avec ces contraintes, le jeu métrique, jeu phonique, etc. Donc, on a bien une création poétique et une création poétique qui est tout à fait susceptible d'interpeller l'usager, d'interpeller le lecteur. Autre type de variation, malheureusement, mon PowerPoint s'est encore bloqué, donc je vais le reprendre. Autre type de variation, les variations toponymiques imaginaires. Le jeu avec l'étymologie fausse pour les noms de stations. Exemple, la station des Halles, en souvenir de la grande chanteuse Esli Allenstein. Les Halles Allenstein. Exemple de variation toponymique imaginaire, Dante Alighieri, dit Halle, cultivateur et armée des arts, Milan 1785, Sanremo 1849, son œuvre pacificatrice fut considérable, son rayonnement européen, il passa à la postérité en imposant une cuisson brève pour les pâtes alimentaires, pasta, etc., etc. De la fantaisie, de l'imagination, dans une démarche d'histoire revisitée et d'histoire littéraire revisitée, ou d'histoire à propos de Criméry, tout simplement revisitée. Donc voici par exemple ces types d'affichage en haut de ces colonnes, sur la ligne de tramway concernée. Langstrauss, Berthe, artiste de cirque, amie de Kroc, elle se spécialisa dans des numéros spectaculaires, mangeait intégralement une bicyclette en 2 jours, un wagon de tram en 5, elle mourut en tentant de dévorer la grosse Bertha, 4 qualificatifs la désignaient, lente, grosse, grande et drue. On voit aussi évidemment tout le grotesque qu'il y a et l'invention grotesque qu'il y a dans ces notices toponymiques imaginaires et le clin d'œil qu'il y a in situ avec Strasbourg, la grosse Bertha, la proximité de l'Allemagne et le jeu de mots évidemment qu'implique Berthe, grosse Bertha pour donc plus spécifiquement sans doute des Strasbourgeois. Étoile, lieu dit. C'est à cet endroit qu'en 1534, le jeune Galilei dit, avec évidemment là aussi un jeu phonique et rythmique, observa pour la première fois les satellites de Jupiter et la rotation du Soleil. L'exploit de l'astronome est d'autant plus admirable que Galilée n'a jamais séjourné en Alsace et qu'il est né en 1564 à Pise. Voilà de quoi, évidemment, distraire le passant, l'usager, et en même temps de l'initier à la poésie, en soulignant les caractéristiques spécifiques du discours poétique, qui est un discours contraignant, puisqu'on le sait, c'est un discours normé, c'est un discours généralement métré, mais c'est un discours qui a aussi des contraintes phoniques, et bien évidemment, on voit bien le jeu que ces notices font avec ces contraintes spécifiques, même si, évidemment, il ne s'agit pas de poésie versifiée. Autre exemple, homme de fer, lieu-dit, là-haut fut retrouvé en 1802 une armure sans aume datant de la fin du XVIIe siècle. La découverte de cette pièce renforce l'hypothèse du professeur Jürgen Schlutt, selon laquelle le célèbre masque de fer aurait été décapité. Le jeu s'opère, le jeu toponymique, la notice toponymique s'écrit précisément à partir du lieu-dit de la station. Autre exemple, la contrainte du récit en beau présent. Le beau présent, c'est une contrainte inventée par Pérec qui consiste à faire un texte en utilisant uniquement les lettres du nom d'une personne.
Ce récit raconte l'histoire de la belle Anna aux prises avec le policier Léo et le rat Otto en raison d'un épisode par station. Comme l'impose la contrainte du beau présent, seules sont utilisées pour chaque épisode les lettres figurant dans le nom de la station. Exemple, le roman d'Anna dont chaque épisode est fait à partir des lettres du nom de la station. Par exemple, pour la station Ancienne Synagogue Les Halles, cela donne Anna sèche des clichés au soleil, il y a là un Seychellois câlin, un Chinois cagoulé, des cygnes cyanosés lynchés sous la glycine, cela lui glace les sangs, elle se change, elle songe à Léo. Sans commentaire. Voilà donc l'affichage en haut de cette colonne en direction de la Haute-Pierre Maillot. Autre exemple, le langage QI. Le langage QI, il s'agit de la transformation de formules toutes faites, des aphorismes par exemple, des citations, des proverbes, dans lesquels le mot principal est remplacé par le mot tram. Après la pluie, le beau tram, autant on emporte le tram, les bons trams font les bons amis. Se crée ainsi une sorte de litanie que l'usager, le voyageur-lecteur, est invité évidemment à compléter. Et sur chaque colonne, il y a au moins 2 des 4 éléments précédents. Exemple ici de cet affichage, ce tramway n'est jamais perdu, qui veut voyager loin ménage son tramway, l'exactitude et la politesse des trams, quand le tram n'est pas là, les souris dansent, jamais 200 trams, etc., etc. La chair est triste, hélas, et j'ai pris tous les trams. Alors, autant de jeux avec les mots, de jeux poétiques, autant d'inventions poétiques. Comment ce projet a été accueilli? Il a été jugé un peu fantaisiste. C'est vrai, bien évidemment, qu'il pouvait être déconcertant et il pouvait évidemment induire en erreur ceux qui s'attendaient uniquement avoir des informations sur, évidemment, la station qu'ils fréquentaient, le parcours qu'ils entendaient suivre, et en même temps, il y a eu évidemment des réactions intéressées, amusées, et ces textes font partie aujourd'hui du patrimoine urbain, du patrimoine métropolitain, du patrimoine précisément des tramways de la ville de Strasbourg. Ceci a d'ailleurs donné lieu à une publication imprimée, Troll de tram, le tramway Strasbourg. Les textes du tramway donc, sont parus dans un petit fascicule qui fait partie intégrante de la bibliothèque oulipienne, autre forme de patrimonialisation de la littérature, mais d'une littérature spécifique conçue essentiellement dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine. Donc, dans le cadre d'un projet qui vise à mettre l'écriture, la littérature, l'écriture et la poésie, la création poétique au cœur même de l'espace urbain, au cœur de la ville. Autrement dit, qui travaille sur cette interaction entre le texte et la ville, avec cette idée que la ville peut se lire comme un livre. Donc, on peut y faire aussi pénétrer la littérature sans qu'elle soit publicitaire, sans qu'elle soit utilitaire. Il y a là aussi un défi à la fois littéraire et un défi urbain. Il s'agit évidemment de faire jouer le texte avec donc l'usager de l'espace urbain, d'accrocher son regard, de l'étonner et de retenir évidemment sa lecture. Alors, il s'agit aussi de transformer ces parcours urbains, qui sont souvent des parcours obligés, en parcours ludiques. Et il s'agit aussi, on l'a vu à travers des références explicites et implicites, de jouer avec la connaissance que l'usager a du patrimoine, de la mémoire collective, de la mémoire de la ville, de la mémoire historique, du patrimoine enfoui sous, en quelque sorte, les noms précisément des lieux, des stations, des monuments, etc. Donc, on voit bien qu'il s'agit de réintroduire dans la ville la littérature, la création poétique, mais aussi de souligner précisément le lien, la parenté entre la littérature et le patrimoine historique,
et le patrimoine urbain. Donc, de jouer de ces patrimonialités croisées entre la littérature et la ville. Autre exemple, les 210 clous de l'Esplanade de Rennes, poème ambulatoire réalisé par Nicolas Michelin, architecte urbaniste, et Loulipo. Jacques Roubaud est plus particulièrement intervenu pour la création de cet espace. Ça témoigne évidemment, encore une fois, de l'intérêt des membres de l'Oulipo pour la ville, pour l'espace urbain, et de leur volonté d'inscrire leur pratique de la poésie, leur création poétique, dans l'espace urbain. Alors, le choix, on voit bien que ce qui caractérise donc cette installation urbaine, c'est l'inscription de clous donc sur l'esplanade Charles de Gaulle de Rennes, avec des lignes, des tracés qui reproduisent précisément les tracés du métropolitain. Alors, Jacques Roubaud le précisait dans une interview donnée donc, au journal local à Georges Guiton. Il rappelait leur intérêt pour l'espace urbain et surtout pour les passages cloutés. Il avait d'ailleurs lui-même évoqué la disparition des clous remplacés par des bandes blanches. Et ces clous, c'était bien sûr pour lui aussi une référence aux clous d'Arago qui sont implantés le long du méridien de Paris. Et bien évidemment, il constitue pour Nicolas Michelin, l'architecte urbaniste, aussi un moyen pérenne et efficace de marquer le sol. Les clous d'Arago, ce sont des médaillons scellés sur la chaussée en 1994 par l'artiste néerlandais Jan Dibets, qui matérialise au sol une ligne imaginaire, le méridien de Paris, qui fait le tour du globe terrestre et passe par les deux pôles et qui rend en hommage à l'astronome François Arago. Alors, pour évidemment créer ce dispositif, il fallait définir des contraintes et Jacques Roubaud précise que les clous de l'esplanade répondent initialement à quatre types de contraintes. Une contrainte de multiplicité, une contrainte de réversibilité, une contrainte de lisibilité et une contrainte de pertinence. Une contrainte de multiplicité parce que le texte produit devait être lisible pour les 9 itinéraires, les 9 lignes, les 9 itinéraires matérialisés par les clous dans donc le bitume et qui allaient nécessairement se croiser. Une contrainte de réversibilité, puisque ces textes devaient être lus dans un sens et dans un autre, en fonction du double usage qui pouvait en être fait. Une contrainte de lisibilité, parce que pour pouvoir être lu par tous, le texte devait être gravé 2 fois sur le clou, une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Et une contrainte de pertinence, parce que le texte fait place au thème de la rencontre et de la fête, et les Oulipiens ont ajouté le thème de l'amour, du climat, de la pluie, de l'histoire, de la marche, etc. Donc on voit bien que, évidemment, cette contrainte de pertinence, elle démultiplie en quelque sorte la créativité poétique de l'Oulipo. Alors, la ville a aussi imposé une contrainte. Il fallait que soient mentionnés sur les clous les événements importants de l'histoire de Rennes. Donc, il y avait bien l'idée aussi de matérialiser, de rendre lisible et pas simplement visible le patrimoine rémois. Il s'agissait de dates qu'ils ont donc incluses dans les textes, 44 la Libération, 1899 le portrait de Dreyfus, 1720 l'incendie de Rennes, 1675 la révolte du papier timbré, 1491 Anne de Bretagne. Et évidemment, ces clous sont visibles dans le dispositif qui a été donc mis en œuvre. Alors, il y avait eu, pour préparer tout cela, des réunions préparatoires avec la ville de Rennes, bien sûr, mais en même temps, il y avait aussi, en quelque sorte, un cahier des charges. Il fallait que l'espace de l'esplanade soit libre pour d'autres manifestations et soit susceptible d'accueillir, par exemple, des cirques ou toute autre manifestation publique. Donc, il y avait un cahier des charges qui montre bien l'aspect urbanistique de ce projet. Alors, quel cheminement suivent ces clous? Ils suivent 8 branches qui se déploient à partir d'un point central correspondant au centre de l'esplanade, et ces 8 itinéraires partent ou arrivent de chacun des 4 côtés de la place. Ce qui veut dire que chacun des côtés possède 2 accès,
et que à ces 8 branches s'ajoute une 9e correspondant à l'accès du parking souterrain. Il s'agissait donc de créer des parcours de mots en forme d'énigme en maillant l'esplanade avec plus de 200 clous sur lesquels sont gravés des mots précis, à chacun ensuite de reconstituer une phrase conduisant à l'énigme et d'en trouver la clé. Voici le diagramme précisément des clous de l'esplanade et on peut y lire les mots qui sont ainsi gravés sur chacun des clous. On a donc une architecture en réseau et une architecture évidemment qui correspond au réseau urbain et qui est, encore une fois, lisible dans les deux sens, quel que soit le sens et la direction que l'on emprunte. Et bien évidemment, on peut en faire une lecture partielle, on peut en faire une lecture suivie, on peut en faire une lecture totale. Bien évidemment, l'usager est libre d'utiliser ce dispositif comme bon lui semble. C'est une œuvre plane, mais c'est une œuvre ouverte. C'est un dispositif ouvert. Et c'est intéressant, bien évidemment, parce qu'on voit bien que cette notion d'œuvre ouverte a aussi des implications dans l'espace urbain et dans l'usage que l'on peut faire à la fois du patrimoine urbain, du patrimoine ancien et du patrimoine contemporain. Alors, comment l'Oulipo a-t-il travaillé ? Ils ont constitué une commission spéciale composée de 6 Oulipiens, Marcel Benabou, Michel Grangot, Hervé Letellier, Jacques Jouet, Olivier Salon et Jacques Roubaud, et chacun a travaillé sur une des branches du parcours. Il y a une quinzaine de réunions, chacun devait dire compte de ce que faisait l'autre, afin qu'évidemment les textes puissent s'enchaîner et se compléter aussi. C'est donc une œuvre collective, ce n'est pas une œuvre individuelle. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ce projet, et je reviens sur ces contraintes, c'est bien évidemment la lisibilité qui est imposée. Et cette lisibilité impose aussi une rationalité. Il faut que le texte soit lisible et qu'il y ait donc une suite logique. Il y a donc un problème de combinatoire, mais un problème, on l'a vu aussi, de compatibilité à mettre en œuvre en fonction aussi du cahier des charges et bien évidemment des contraintes spatiales. C'est la raison pour laquelle Jacques Roubaud a évoqué un poème ambulatoire. Mais c'est en même temps une forme de récit et pas une poésie au sens peut-être strict auquel on pourrait l'entendre. Bien évidemment, le récit fait partie de l'énonciation poétique, mais ici, c'est aussi un récit culturel à ciel ouvert. C'est aussi une façon, on l'a vu, de convoquer le patrimoine historique, monumental et événementiel de la ville de Rennes, mais c'est aussi créer de fait un nouveau lieu de mémoire où s'articule à la fois le passé et le présent. C'est créer un nouveau lieu culturel qui s'inscrit dans l'histoire même de la ville. Et bien évidemment, c'est aussi parler à l'imagination et c'est aussi créer une nouvelle forme de sensibilité, une sensibilité à la poésie contemporaine, au cœur même de l'espace urbain. C'est là encore aussi une façon d'aller au-delà de l'usage utilitaire que l'on pouvait faire de la signalétique urbaine. Il y a bien une certaine forme d'humanisation de l'espace urbain qui peut être aussi ici évoquée. Se déplacer en ville, c'est aussi évidemment se déplacer dans un espace monumental, dans un espace bâti, mais c'est aussi se déplacer dans un espace de mots. Et ça, c'est aussi intéressant à souligner. Troisième peut-être exemple que j'aimerais évoquer, puisque nous avons, c'est un séminaire international, j'aimerais évoquer l'archiphrase d'Eugène Savitskaya
qui a aussi contribué au réaménagement de la place Saint-Léonard à Liège, donc qui fait partie du projet de rénovation de l'esplanade et qui a gravé une centaine de plaques en inox dans une longue phrase incantatoire et kaléidoscopique de plus de 200 mètres de long, en suivant le tracé de l'ancienne muraille du XIIIe siècle. Voici donc l'archiphrase d'Eugène Savitskaya. Alors, c'est une phrase composée de syntagmes nominaux, mais aussi de noms, mais aussi de verbes conjugués qui s'adressent plus particulièrement, souvent sur le mode impératif, au lecteur, à l'usager, à celui qui parcourt donc cette place, et bien évidemment sur le mode de l'interpellation. Donc là aussi, c'est évidemment une façon d'engager l'usager dans un mode participatif, de coproduction de la phrase. Alors, donc, elle est inscrite dans le sol et bien évidemment, c'est une forme de ligne poétique qui traverse cette esplanade. Alors, ce qui est intéressant dans cette installation pérenne, c'est bien évidemment le fait que cette phrase évoque aussi le passé patrimonial de la ville de Liège et de la place elle-même, notamment les vestiges de son ancienne porte, de son ancienne prison, d'un certains épisodes historiques de la ville elle-même. Et donc, on a à la fois une phrase qui évoque le passé historique, mais qui, en même temps, s'inscrit dans un lieu, dans une topologie particulière, et donc qui à la fois conjugue des éléments historiques et des éléments topographiques et géographiques. Géographique au plan physique et géographique aussi au plan humain, en évoquant aussi l'histoire de la ville elle-même. Donc, c'est une phrase qui est destinée à accompagner la traversée de cette place et donc à accompagner la marche et qui associe précisément l'exercice de la marche au processus d'une lecture créative. Savitskaya a lui-même écrit cette phrase en marchant pour lui donner précisément le rythme même de la déambulation et urbaine, et en même temps, ce rythme même de la phrase est celui de l'usager, et celui du lecteur, et celui évidemment de la lecture de cette phrase que l'on pourrait, en référence à Jean-Christophe Bailly, caractériser aussi de l'expression de phrase urbaine. Pourquoi ? Parce que, là encore, c'est un projet qui, d'une certaine façon, s'oppose à la mémoire muséale, à la mémoire imposée, transmise par les musées, et qui oppose une mémoire au présent, une mémoire en acte, une mémoire qui est porteuse des événements même de l'histoire, des tragédies même de l'histoire, des événements à la fois humains et historiques, et qui est aussi porteuse, évidemment, d'une certaine forme d'utopie, ne serait-ce peut-être que d'une utopie artistique. Et donc, il y a là une distinction que Jean-Christophe Bailly fait qui peut être intéressante pour notre propos, entre les villes patrimoniales statiques et les villes mobiles, les villes dont la patrimonialité s'accompagne d'une mobilité, donc des villes, d'une certaine façon, qu'il qualifie, je crois, de fluides. Et on voit bien que l'utilisation de la poésie dans l'espace urbain, la création d'espaces poétiques, d'installations poétiques dans l'espace urbain, accompagne précisément les déplacements même des passants, des usagers de l'espace, et actualise leur présence à l'espace en renouvelant
leur conscience peut-être patrimoniale. Et ça me paraît peut-être intéressant. Ce qui me semble en effet notable, c'est qu'il y a là une nouvelle destination de l'espace urbain qui affecte la relation que l'usager a à l'espace urbain et bien sûr à la littérature et plus spécifiquement à la création poétique. On voit bien que ces projets s'inscrivent dans des réhabilitations, dans la volonté aussi de sauver un patrimoine urbain. Et je crois que ces projets montrent bien que la patrimonialisation de l'espace urbain est un produit hautement interculturel, par sa référence à l'histoire passée, à l'histoire présente, à l'écrit aussi, et bien évidemment à la littérature. Car c'est une autre philosophie sans doute du patrimoine qui se dessine ici, une philosophie qui nous renvoie pas simplement à un patrimoine historique, mais un patrimoine que la littérature contribue à actualiser au présent. D'ailleurs, ces installations n'ont évidemment pas de valeur archéologique. Elles ont une valeur d'usage et une valeur pittoresque et une valeur poétique. Et on voit bien là que se dessine peut-être une autre philosophie du patrimoine dans cette topographie artistique, littéraire, poétique, qui contribue à définir aussi un autre pôle de patrimonialité, celle de l'aile pratique d'une littérature à ciel ouvert. Ce n'est pas un musée ouvert, ce n'est pas un musée à ciel ouvert, mais c'est plutôt une coproduction littéraire, comment dire, ouverte, ouverte à tous, qui peut être partielle, qui peut être totale, qui sera évidemment individualisée par les fragments qui seront lus par chacun des passants. C'est une certaine façon de désacraliser aussi notre relation au patrimoine, notre relation à la littérature, et de créer d'autres formes de pratique du patrimoine et de la littérature. Donc, ceci me paraît tout à fait intéressant, et c'est peut-être sur ce point-là que je vais m'arrêter parce que je crois que j'ai atteint la limite horaire qui m'était impartie. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est à moi de prendre la parole, Mathilde, mais je lance les échanges. Merci beaucoup pour cet exposé qui nous a fait découvrir des lieux qu'on ne connaissait pas. Et j'ai pensé aussi, pas très loin de chez moi, vous savez, le tram à l'est de Paris, et à chaque station, il y a aussi les phrases qui sont inscrites sur les arrêts de tram. Et ça m'a fait penser un petit peu à ce que vous nous montriez. Alors, merci beaucoup de nous avoir fait voyager comme ça jusqu'en Belgique. Alors pour nous, c'est plus exotique que pour nos amis belges, bien sûr, mais c'était tout à fait intéressant. Je ne connaissais pas du tout cette longue phrase de Savitskaya. Je ne connaissais Savitskaya que comme romancier et non pas comme l'auteur de cette archiphrase. Moi, ce qui me fait penser, je lance la discussion, ce que vous avez dit et qui me fait penser je pense au fond, on est dans toute cette manière de faire figurer la littérature dans le patrimoine, dans quelque chose qui appartient quand même à une tradition très savante de la culture. On est, au fond, me semble-t-il, même quand on est dans l'expérimentation oulipienne, dans ce qu'on appelle la haute culture, la culture savante, ce qui ne me dérange pas du tout. Et je trouve que c'est un geste, d'une certaine manière, qui pourrait presque être réclamé par un Malraux, si vous voulez. Faire figurer les grands chefs-d'œuvre de la littérature sous une forme iconique ou sous une forme créative, mais enfin, c'est quand même une création, il ne faut pas se leurrer, qui n'est pas populaire au sens le plus large du terme. Bref, diffuser la culture dans le plus vaste espace possible, l'espace urbain. Et je trouve que c'est un geste qui tend à se perdre peut-être maintenant, où on a tendance à valoriser une archipélisation de la culture, où il y a une sorte de conflit de culture, de classe, de race, d'ethnie. Là, il y a quelque chose comme la permanence rénovée d'un grand geste ancien qui est la vulgarisation de la culture et des avant-gardes. Les avant-gardes restent quand même de la culture savante en France et de la haute culture, mais je ne mets aucune valeur positive dans ce mot de haute culture. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cela, Pierre? Au fond, il me semble qu'on a la prolongation d'un vieux geste de vulgarisation de la haute culture dans ce phénomène-là. Oui, alors je ne dirais pas vulgarisation, je dirais peut-être démocratisation. Si vous voulez.
oui, oui, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Il y a évidemment des différents niveaux de lecture possibles de ces installations. Encore une fois, on peut en percevoir quelques fragments, on peut s'attacher à la lecture continue de ces phrases, mais en même temps, la syntaxe est souvent assez hachée. Finalement, elle est souvent, on est plus dans la parataxe que dans l'hypotaxe. Donc, évidemment, les phrases complexes et donc dans des syntagmes nominaux même plutôt. Et donc, par conséquent, finalement, on est peut-être assez proche d'une certaine pratique du langage actuel. Je ne crois pas, mais voilà. Enfin, non, je crois qu'au contraire, c'est une culture très savante. Oui, Mais, oui, c'est une culture savante, mais bon, j'avoue que j'ai pas de retour sur la manière dont les choses sont perçues. On sait juste que, en ce qui concerne Strasbourg, ça a été perçu comme fantaisiste, ça a été perçu comme une sorte de désorientation. Mais bon, Strasbourg est aussi une ville universitaire, c'est aussi une ville jeune, c'est aussi une ville où j'imagine que beaucoup d'étudiants peuvent s'amuser de ces créations poétiques. c'est très drôle, en effet. C'est très, très drôle. Je donne la parole aux autres. Hein. Qui veut prendre la parole? Moi, je ne vois pas les questions, de toute façon. Mathilde, je ne vois pas apparaître les questions quelque part. Les petites mains jaunes, je les vois pas. J'ai levé la main virtuellement et réellement là maintenant. Je te vois même, non seulement la main, mais je te vois en effigie. Ok. Merci beaucoup, Pierre. J'ai des tas de questions. Mais peut-être que je peux m'insérer dans votre débat sur la question du savant ou du non-savant. Je me demandais notamment par rapport à l'Oulipo. Bon, moi, j'ai tendance à penser que c'est de la culture savante, mais c'est peut-être de la culture savante la plus directement accessible quand on voit le travail de Queneau. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, c'est pour pas mal de livres, c'est des choses, enfin de production de l'Oulipo, ce sont des choses je dirais, qui ont en tout cas la prétention, je ne sais pas si elles y arrivent, mais de se diffuser dans un public, disons, relativement large. Je note aussi que ce sont souvent des formes brèves. Par ailleurs, je comprends que les gens à Strasbourg aient été désorientés parce que le support sur lequel les textes apparaissent ce sont des supports qui sont initialement destinés à l'orientation justement, et à partir du moment où on n'est pas clair et précis et où on part sur autre chose, fatalement les gens sont désorientés. Donc ça me semble pas fort surprenant. Mais donc j'aurais quelques questions. Oui, peut-être pourquoi, à ton avis, Pierre, l'Oulipo, sachant que au moment où ils sont sollicités, on peut se demander s'ils ne sont pas déjà devenus ou en train de devenir patrimoine, enfin un patrimoine relativement frais à l'échelle de l'histoire littéraire. Est-ce que ça tient, ce que je venais de dire, à la nécessité des formes courtes, au caractère souvent ludique de ce qu'ils font, et peut-être plus encore enfin, en tout cas en particulier dans ce cas-ci. Et autre question, et là pour tous les exemples que tu as évoqués, tu soulignais le fait que c'est de la littérature, disons, plus ou moins plutôt présente, en tout cas dans l'usage des citations ou dans la sollicitation de ces éléments textuels. Mais est-ce que le fait de se trouver mobilisé dans un espace urbain contemporain a un effet, et si oui, comment, sur leur propre patrimonialisation? Parce qu'à Liège, ils vont évidemment pas choisir n'importe qui. Savitskaya, c'est un peu le vivant, le plus, je dirais, perçu comme le plus consistant des écrivains liégeois aujourd'hui, publié chez Minuit depuis un certain temps déjà. Enfin, voilà. Je coupe mon Oui, micro. alors pourquoi l'Oulipo? Alors, j'avoue que je ne sais pas trop pourquoi ils ont été sollicités, mais là encore, j'imagine que ce sont des relations proches qui ont permis cette rencontre. Du point de vue des Oulipiens, c'est aussi parce que, bien évidemment, la question de l'espace, c'est une question essentielle. C'est une question évidemment aussi
est au cœur des pratiques de la littérature des années 70, des années 60 et des années 70. Rappelons-nous bien sûr 74, espèce d'espace de Pérec, j'écris, et cette manière qu'il a précisément d'habiter l'espace de la feuille par les mots. Alors, il y a chez les Oulipo, en effet, à la fois la volonté d'inscrire la littérature dans l'espace public, c'est-à-dire de faire en sorte que la littérature puisse entrer dans le plus grand des espaces, l'espace public, et puis en même temps, il y a l'idée que la littérature, elle s'écrit d'abord sur la page, comme le soulignait Pérec dans l'espèce d'espace, elle se trace sur l'espace même de la page, et par conséquent, elle a en soi, et depuis Mallarmé bien sûr, et on pourrait en suivre l'histoire à travers toutes les avant-gardes de la première moitié du XXe siècle et toute la poésie visuelle du début du XXe siècle, elle a une dimension spatiale. Elle acquiert une dimension spatiale, et cette spatialité et cette spatialisation même de la pratique littéraire dans l'espace même de la feuille et au-delà, rappelons-nous Mallarmé, finalement, tout revient au livre, est au cœur de la réflexion littéraire de l'Oulipo. Je ne sais pas si ma réponse est satisfaisante, mais je pense qu'il y a quelque chose comme cela. Je veux dire qu'il y a l'idée que, à la fois, la littérature, c'est véritablement l'essentiel, et en même temps, nous vivons dans un espace urbain et nous baignons dans un espace urbain qui peut être investi par la littérature elle-même. Et il y a cette conjonction, cette rencontre qui, évidemment, est déterminée par la réflexion que les Oulipiens ont sur leur propre pratique spatiale de la littérature. Merci. Je cherche les mains jaunes. Je n'en vois pas. Peut-être dans la salle, Mathilde, il y a des questions. Il y a des questions ici. On a au moins 3 questions. Des questions d'étudiants, puis on en aura une après. Allez-y. C'est juste une question, mais est-ce que tous les projets, donc Strasbourg, c'est la mairie qui a demandé, mais pour les autres, est-ce que c'est la ville qui demande, ou est-ce qu'il y a une obligation légale d'avoir un projet artistique? Alors, je ne sais pas si ça entre dans le 1% culturel ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, a priori, c'est des projets qui ont été demandés par les villes concernées. Et alors, j'enchaîne justement sur votre question, parce que quand Claude parlait tout à l'heure d'héritage de Malraux, il me semble qu'on est vraiment dans cette dynamique, mais que ces héritages-là, ils ont donné lieu à 2 dispositifs, le 1% culturel, et puis il y a la commande publique d'autre part. Et on est dans 2 mouvements différents. Le 1% culturel, on a l'espace, on cherche une œuvre. Et j'y pense parce que ça a aussi fait l'objet d'une installation récente à l'Université de Nantes, un verre de Rimbaud qui a été installé sur le haut de bâtiment de l'université. C'est apparu il y a 2 ans, donc ça tombe vraiment pile dans notre sujet. Et d'autre part, la commande publique, c'est le contraire. On a l'œuvre et ensuite il faut la placer dans l'espace et ça donne lieu à des négociations. Mais il semble que pour vos 3 exemples, il s'agit d'un espace qui appelle l'œuvre. Oui, tout à fait, je le pense aussi. Rassurez-moi, le verre de Rimbaud n'est pas extrait du bateau ivre. Non, non. Une autre question? Oui, moi j'avais une question parce que vous avez beaucoup parlé de la littérature qui intervient dans des espaces dans lesquels on ne l'attend pas forcément. Et du coup, je me demandais, qu'en est-il par exemple des bâtiments comme les médiathèques sur lesquels on a souvent des noms d'écrivains, de poètes, etc., ou même des vers, parce que c'est un espace un lieu qui est en même temps dans l'espace urbain et en même temps presque destiné à un public qui est déjà, on va dire, proche de la littérature. Oui, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans un usage métonymique. Autrement dit, on expose à l'extérieur ce qui est censé contenir le bâtiment lui-même. Mais effectivement, ça entre aussi dans ce type de projet et c'est évidemment intéressant. Je dirais que peut-être que là, il y a une forme d'instrumentalisation qui est moins créative et moins inattendue. Je
crois que c'est le cas aussi à l'Université de Paris 8, par exemple. On a aussi à l'extérieur de l'université un texte qui passe au-dessus de la route qui sépare les deux corps de bâtiment. Oui, j'avais une question également. Est-ce que pour vous, les installations poétiques, mais hors de Paris, ça reflétait aussi un effort de décentralisation de la littérature? Parce qu'on pense, enfin, j'ai l'impression que ces installations poétiques, tant qu'elles restent dans des espaces urbains ou, comme Paris ou même les grandes métropoles, ça fait patrimoine, mais en même temps, ça peut créer également enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Tout à fait. Je pense que vous êtes… un sentiment de la part, enfin, ça ne fait pas de patrimoine au sens de. Et est-ce qu'on pourrait parler même éventuellement d'une littérature au village? Est-ce que ce serait possible de. Alors à la ville. Mais vous avez tout à fait raison et vous êtes tout à fait dans l'esprit de Malraux qu'évoquait Claude Coste, dans cette idée de décentralisation culturelle. Hein. Les maisons de la culture à Saint-Étienne, à Lyon, etc. Oui, tout à fait. Je pense que vous avez tout à fait raison. Mais ça s'inscrit aussi dans une politique plus générale, hein, des musées, par exemple, des Beaubourgs en province. Je peux poser ma question? Oui. J'étais très intéressée par votre présentation sur les clous de l'espace Charles de Gaulle à Rennes en tant que Rennaise moi-même, et je me faisais la réflexion que les Rennais arpentaient cette place absolument désespérante en passant joyeusement au-dessus de ces clous sans plus y prêter attention. Et je me cherchais dans ma mémoire s'il y avait quelque part autour de cette place un panneau explicatif rappelant l'origine de la présence de ces clous, invitant les promeneurs à jouer d'un mot à l'autre. Et je ne me rappelle pas du tout de la présence de ce panneau. Et je me demandais du coup si cette création ou ce patrimoine ne mourrait pas lentement en l'absence de ce panneau. Et je me posais la question de savoir si à Strasbourg, les Strasbourgeois, eux, étaient avertis ou en tout cas renseignés sur le pourquoi de ces inscriptions en haut des colonnes Maurice. Et est-ce que du coup, ce patrimoine continuait de vivre et d'exister, ce qui ne me semble pas être trop le cas à Rennes? Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'effectivement, et c'est vrai pour Liège, quand on cherche sur Internet des références, et alors quand on cherche à la mairie, finalement, c'est peu valorisé. On n'est pas très étonné que finalement les clous de l'Oulipo disparaissent comme les clous des passages cloutés. Jacques Roubaud avait déjà mis cette fin en perspective. Je pense qu'à Strasbourg, ça s'inscrit davantage dans des parcours touristiques, c'est davantage valorisé, mais ça demanderait néanmoins à être vérifié. Alors c'est vrai qu'on est plus de l'ordre de l'événement que finalement de la gestion à long terme, ou à moyen terme en tout cas, d'un patrimoine littéraire au cœur même de l'espace urbain. On peut supposer qu'il y a une logique je dirais, de mise en valeur politique des gens qui ont fait les démarches, pris les décisions. Ça fait un coup à un moment, et puis après, ils passent à autre chose, en fait. Voilà, exactement. Or c'est très, très étonnant parce que j'ai été chercher sur le site de la ville de Liège. Il n'y a pas de valorisation particulière de cette installation, très spécifique, très originale et très symbolique aussi, hein, tu le soulignais. Et de même, hein, pour les photos que l'on peut voir sur Internet de l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes sont désespérantes. On a l'impression que c'est un espace, je veux dire, de bitume ouvert à l'abandon. Je regarde s'il y a d'autres mains levées, je n'en vois pas. Y a-t-il des questions dans la salle, Mathilde? Merci beaucoup. C'était très enrichissant. Personnellement, j'ai beaucoup appris. J'ai tout de même une petite question qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas quelle est la réception du public par rapport
à cette exposition hors du livre, hors du musée, tel que vous l'avez souligné. Est-ce que finalement, elle n'est pas invasive et en même temps exclusive d'une certaine catégorie des publics? Parce qu'au musée, par exemple, l'exposition prend en compte un certain nombre de catégories de publics, notamment les publics en situation de handicap, les déficients visuels et autres. J'ai vu, il y avait beaucoup de tests, Est-ce que dans cette scénographie urbaine qui s'invente, on pense à ces publics-là, à ces publics fragiles aussi? Alors, a priori, c'est soumis au cahier des charges comment dire, des aménagements urbains, hein, donc les espaces doivent être accessibles. Après, c'est des espaces qui sont des espaces ouverts, qui sont des espaces de libre circulation. Donc, j'imagine qu'ils doivent respecter les règles d'aménagement des espaces publics. Mais les installations, même s'il y a effectivement à Liège des escaliers, mais si les installations a priori ne sont pas spécifiquement aménagées, c'est vrai. Est-ce qu'elles intéresseraient le public? Je pense que si elles étaient davantage valorisées, elles intéresseraient davantage le public, car aujourd'hui, il y a un vrai tourisme pour ce type d'installation hors les murs. En tant que touriste, elles offrent un avantage très, très intéressant, c'est qu'elles peuvent permettre d'avoir une activité ou un temps fort, en quelque sorte, entre deux endroits qu'on va visiter ou sur lesquels on se rend, parce que c'est sur le chemin, au fond. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai. La notion de parcours serait intéressante de ce point de vue-là à explorer. Ce sont des parcours poétiques, ce sont des parcours narratifs, ce sont des parcours historiques. On a bien vu que Jacques Aubin insistait sur la possibilité de faire des allers-retours et d'avoir au moins une double lecture possible de chaque ligne.